m'a été proposé d'intervenir sur cette notion de communication de crise. Vous avez eu d'autres webinaires. Certains de mes collègues et partenaires comme Jérémy Lotz, avec qui nous travaillons et qui est lui vraiment très spécialisé sur la relation aux médias. Jérémy nous travaillons ensemble là-dessus. Moi aujourd'hui, j'ai proposé effectivement d'intervenir sur cette question de la préparation de l'après. Donc, l'après, c'est certains d'entre vous ont déjà engagé des plans de continuité d'activité ou des plans de continuité de reprise, mais on s'aperçoit aussi que la dimension communication n'est pas toujours spontanément intégrée là-dedans. Et que le propos ici, c'est de voir comment la communication, les aspects communication, que ce soit externe ou interne, peuvent faire un petit peu ce lien entre les phases que nous connaissons. Alors, qui je suis, voilà, je dirige un cabinet qui s'appelle Médiation. J'ai mon siège à Strasbourg. J'interviens sur le territoire national et un peu à l'extérieur dans des endroits un peu plus lointains, mais où on parle le français. Et je suis également un formateur en neurosciences, à savoir en gestion du facteur humain. Mais le propos aujourd'hui, il est essentiellement centré effectivement sur cette communication, utiliser le temps du pendant pour préparer l'après. Alors j'aimerais commencer par quelque chose qui fait toujours ce lien entre la communication et le facteur humain, c'est que l'entreprise, on parle de personnalité morale sur les formulaire administratif, ce n'est pas le fait du hasard. L'entreprise est une entité morale qui gère des facteurs humains, qu'ils soient externes ou internes. Et ça suppose effectivement d'intégrer, d'accepter l'idée qu'on s'adresse à des personnes, à des cerveaux, mais aussi à des émotions. Et que quand on s'adresse à des émotions, en particulier dans des périodes où nos émotions sont mises à rude épreuve, ça suppose de prendre un certain nombre d'égards et puis d'intégrer un certain nombre de choses que le quotidien peut nous faire oublier quand on a le nez dans le guidon, quoi. Alors, premier élément, bon, globalement, on va considérer ces trois phases. En communication de crise, on les distingue de cette façon-là. C'est que tout ce qui s'est passé avant, on va plus en parler. C'est tout ce qui a permis en fait de se préparer, c'est toutes les procédures que vous avez pu mettre en place, les organisations, les dispositifs. Pendant, on applique tout ça. On gère l'instant beaucoup aussi, en grande partie basé sur ce qu'on aura préparé avant, hein, puisque je rappelle ici Sun Tzu, la guerre, puisqu'on nous a dit qu'on était en guerre, la guerre se gagne en temps de paix. Et que quand le conflit éclate, eh bien, on fait avec ce qu'on a préparé comme division, comme armement et comme stratégie. On a en règle générale assez peu de temps pour vraiment réadapter. Ceci dit, on va profiter de ce temps-là malgré tout pour passer à la phase d'après, qui est effectivement cette phase importante d'après la crise, où on va essentiellement chercher à faire quoi? À regagner la confiance, parce que la confiance, ça ne se donne pas, hein, ça se gagne. Et puis évidemment à reconquérir ou à stabiliser, mais en tout cas pour beaucoup à reconquérir nos marchés, voire à conquérir des nouveaux marchés, le cas échéant. Si les événements que nous traversons et ceux à venir nous obligent à des repositionnements, ce qui est tout à fait probable pour un certain nombre d'entre nous. Je pense en particulier à des entreprises très liées à la restauration, hein, petit commerce, restaurant, etc. Ça va être très compliqué, mais pas que. Mais je pense en particulier à eux. Alors, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est qu'on est dans une phase, dans une situation tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'on sait depuis longtemps que le fameux win-win, il ne suffit plus pour faire la différence entre les offres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuellement faire mieux et moins cher que ses concurrents. On le sait depuis un moment.
et que la notion de bienveillance dans la relation, on peut appeler parfois l'expérience client, mais l'expérience client, c'est quoi? Si ce n'est de prendre en considération ce que le client vit, dans quel contexte il vit. Sauf que cette bienveillance, dans la phase où nous vivons aujourd'hui, elle ne suffit plus. C'est pour ça que je vais parler moi aussi de levier de confiance. On peut reprendre un peu cette image, c'est l'ABC de la reprise. A comme activité, B comme bienveillance, c'est une évidence, mais ça ne suffit pas à l'heure actuelle parce qu'on est en train de traverser une période quand même particulièrement compliquée. Il y a eu déjà des dégâts, on sait qu'il y en aura d'autres, et qu'à un moment donné, quand il y a une perte totale ou importante de tous les repères que nous pouvons avoir, que ce soit les repères de vos collaborateurs par rapport à l'organisation habituelle du travail, que ce soit les repères de vos clients, que ce soit les repères de vos fournisseurs, partenaires, les vôtres par rapport à tout ce monde-là, et puis finalement, en tant qu'humain, nos repères par rapport à la vie, eh bien, quand tout ceci bouge, on a besoin de s'accrocher à quelque chose qui s'appelle la confiance. La confiance, c'est ce qui nous permet effectivement de croire en quelque chose a priori. Et que si on veut se projeter dans l'inconnu, on ne peut se projeter qu'avec un minimum d'éléments de confiance. Et donc, la question en matière de communication, ça va être effectivement comment on va être capable, en interne, mais aussi en externe, d'appuyer sur ces leviers de confiance. Pardonnez-moi, je fais une coupure, j'entends que quelqu'un a laissé son micro. Voilà, merci. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, avant les questions. Donc, cette ABC de la reprise, activité, bienveillance, confiance. Attends, je coupe. Tu vas voir, c'est chaud comme tout. Bien sûr. Allô? Est-ce que tout le monde peut couper son micro? Merci de ne pas nous faire partager toutes vos conversations. Ça peut être gênant à certains moments. Parce qu'on a entendu des choses, on ne sait pas de quoi vous parliez. J'espère que ce n'est pas de la présentation. Mais bon. Donc, on est maintenant dans ce pendant. Donc, on va utiliser ce temps pour poser des questions. Alors, qui est-ce qui nous racontait ça? Si j'avais 1 heure pour sauver le monde, j'emploierais 55 minutes à poser des questions et 5 minutes pour formuler mes solutions. Si on était moins nombreux, je vous demanderais de réagir à ça pour me dire qui peut faire un quiz là-dessus. En l'occurrence, c'est Albert Einstein. Albert Einstein qui insistait beaucoup effectivement sur cette nécessité de poser à un moment donné l'esprit et se poser des questions qu'on peut-être le quotidien parfois ne nous permet plus de nous poser. Alors, en matière de com, quelles sont ces questions? Il y en a 3 premières fondamentales dans cette préparation de l'après. Ce n'est pas spécifique à la communication, mais la communication les affectionne également. C'est de quoi on a besoin pour continuer après les événements qu'on est en train de vivre. De quoi? Ensuite, de qui on a besoin pour continuer nos activités après, et de qui on a besoin maintenant pour préparer tout ça. Et ces questions-là, elles semblent très basiques, mais c'est parce que la communication, c'est finalement en synthèse assez simple, c'est pour qui, pourquoi. Donc, à qui je dois m'adresser pour en obtenir effectivement quel retour, quelle action, quelle décision. Ce qui fait que nos questions fondamentales, elles sont ici de ces 3 ordres-là qui nous permettent, et on le verra comment, de commencer par cartographier un peu les choses. Nous gérons des facteurs humains. Ça veut dire que la prise en compte du facteur humain nous conduit, nous invite à nous intéresser à ce que l'autre vit, pas uniquement à ce que nous croyons être la réalité ou la vérité, mais ce que l'autre vit. Parce que ce que nous ont appris les neurosciences, que la psychologie connaît, c'est que pour notre cerveau, ce n'est pas la vérité qui compte, mais c'est l'idée qu'on s'en fait. Et on se fait à peu près autant d'idées sur une situation qu'on a de vécu. Et ces vécus dépendent évidemment de beaucoup de choses. Donc,
après les 3 premières questions, les 3 suivantes, et ce sont les seules. En quoi la crise aura impacté nos collaborateurs sur le plan de la santé, de l'organisation, mais aussi de l'ambiance au travail, de cette relation de confiance? Est-ce que ça a été challengé? L'image employeur. Quand je parle de l'ambiance, il y aura un avant, un après. Un des challenges qu'il y aura à gérer, c'est évidemment aussi de souder les équipes et d'éviter que les fissures qui peuvent naître ici ou là sur des différences de catégories entre ceux qui, par exemple, peuvent rester en télétravail, ceux qui ne peuvent pas l'être, ceux qui travaillent, ceux qui sont en chômage technique, etc. Ça crée des catégories. Attention, on va avoir besoin de tout le monde sur le pont pour que le bateau puisse tenir à flot et le sortir des troubles, quoi. Donc, une des fonctions importantes en matière de communication interne, ça va être d'assurer ce lien-là. En quoi, ensuite, la crise aura impacté évidemment nos clients? Pareil, sur le plan de leur santé, bien entendu, la vie quotidienne, et ensuite, dans notre relation à nous, conformité, égalité et qualité de la prestation. Il peut y avoir eu des conflits, voilà. Et pareil pour nos partenaires et nos fournisseurs, qui sont aussi la réponse à de qui on a besoin maintenant pour préparer l'après, quoi. Donc, en quoi ça a pu effectivement impacter nos partenaires, nos fournisseurs sur ces éléments d'organisation, de paiement, de conflit, de confiance et de réputation. En chapeau de ça, on a une question spécifique à la communication qui vient s'ajouter à cela et qui est celle à laquelle je vous invite vraiment de réfléchir avec vos principaux collaborateurs, les gens qui doivent peut-être partager la barre avec vous pour sortir le bateau des turbulences. C'est cette question-là. Avec quelle image on veut vivre après la crise? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il y aura un avant, un après. On sait qu'il y aura eu des modes dégradés dans notre capacité à prester, à fournir. On aura été en mode dégradé aussi dans nos organisations. Et donc, l'enjeu derrière, c'est évidemment également de rétablir ou de continuer à construire notre réputation. Et donc, on sait qu'elle ne sera pas la même après qu'avant, mais que la façon dont nous allons conduire cette transition, la façon dont nous allons réagir, la façon dont nous allons reprendre nos activités, la façon dont nous allons nous adresser à nos publics internes et externes, va profondément définir la façon dont on va être perçu. Et souvenez-vous de ça, que ce n'est pas la vérité qui compte, mais que c'est l'idée qu'on s'en fait. Et l'idée qu'on s'en fait dépend beaucoup aussi de la forme de cette communication. Ce n'est pas le fait de dire bonjour le plus important, c'est ce que j'aime rappeler de temps en temps, c'est la façon de dire bonjour. Et dans la façon de dire bonjour, on peut se regarder, on peut sourire, on peut se faire, on peut tirer une mine jusqu'au sol, on peut être en colère, on peut être tout ce qu'on veut, mais avec quelle image on veut vivre après, aussi dans quel type d'ambiance on veut travailler après en interne, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit de façon beaucoup plus marquée qu'en temps normal. Alors tout ça, ce sont des réflexions, si on met tout ceci en action, dans un plan, ça nous appelle ces quelques réflexions supplémentaires. Un, je l'évoquais tout à l'heure, principe de base, pour qui, pourquoi. C'est ce qui définit, c'est comme ça qu'on définit des objectifs de communication. Ce n'est pas communiquer, pour occuper l'espace, etc. Ce que la toile ou ce que la pléthore de choses qu'on voit échanger sur les réseaux sociaux pourrait nous faire croire, mais pour qui, pourquoi. Il y a des moments où on ne communique pas, ce n'est pas utile, et il y a des moments où il faut, mais on en obtient quelque chose, on cherche à en obtenir quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, sur le plan opérationnel, je vous invite à cartographier vos publics. Cartographier les publics, c'est quels sont les publics envers lesquels nous allons devoir communiquer en priorité par rapport à ce qu'on en attend dans la continuité de notre activité. Et ça se décline en tableau de bord. Alors moi, je fais des choses relativement simples. Par exemple, la suivante, c'est
Mes publics, pour les cartographier, je peux les positionner par rapport à ces 4 axes qui sont en vertical des plus influents aux moins influents, mais toujours par rapport aux objectifs, c'est-à-dire par rapport au pourquoi, et puis aussi des plus opposés aux plus supportifs. Ça me permet d'identifier un petit peu mes grappes de public et puis de les qualifier, de mettre dans ces publics, en l'occurrence, des objectifs que je peux relativiser. Quels sont ceux qui vont avoir un effet levier plus important par rapport à ce que je dois chercher à obtenir sur le plan matériel, organisationnel, sur le plan de l'ambiance, sur le plan des commandes, des clients, de la fourniture dont j'ai besoin, quels sont les moins influents, et puis en matière d'image, quels sont ceux qui me supportent le plus, enfin supportifs, pardon, mais qui nous soutiennent, qui sont le plus amis avec nous, et quels sont ceux qui sont les plus opposés, y compris d'ailleurs à la reprise, etc. Donc ça, c'est une façon de cartographier vos publics. Ah, je crois que nous avons une jeune participante ou un jeune participant qui s'est joint. Merci, si vous voulez bien, de couper le micro. Alors, en tableau de bord, ça nous donne quoi? C'est quelque chose de relativement simple, hein. Donc, c'est un outil de base. C'est-à-dire que votre tableau de bord de communication, c'est une fois que vous êtes posé la question d'avec quelle image on veut vivre après, quelle est la réputation sur laquelle on veut construire quelque chose après, en termes de valeur, en termes de description, de marque, etc. Eh bien, le tableau de bord, il est relativement simple, hein. C'est pour qui, pourquoi, quand et comment. Le quand et le comment, définissant évidemment le calendrier et les moyens. Donc le comment, il est très très varié, il est très variable, et c'est là où soit vous êtes équipé en interne, soit je vous invite à travailler avec vos partenaires habituels en communication qui vous aideront à fabriquer les comment. Avec des limites nouvelles que l'on connaît, qui vont être liées à, on ne sait pas comment va évoluer le confinement, mais aussi avec des opportunités nouvelles. Je pense que certains d'entre vous, comme moi, utilisent la visio de manière beaucoup plus intensive. Alors, c'est à la fois bien parce que ça nous oblige à progresser dans nos maîtrises techno, et de notre côté, on en a aussi assez rapidement ras-le-bol. Donc, il faut aussi réfléchir à la façon de positionner effectivement ces communications avec ces publics. Est-ce que sur cette… pardonnez-moi, est-ce que sur cette première partie, vous avez déjà des questions? Excusez-moi. Y a-t-il déjà des questions? Non? Je continue? OK. Alors, quelques rappels sur des bonnes pratiques également. Première bonne pratique en matière de… tiens, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? De communication, c'est parle-moi de moi, tu m'intéresses, et puis la loi de l'impact. Ce sont deux lois de base sur lesquelles il faut effectivement, qu'il ne faut pas oublier quand on va rentrer dans la phase opérationnelle de la communication. Alors, parle-moi de moi, tu m'intéresses, ça fait évidemment référence en clin d'œil à quelques ressorts de psychologie, mais on n'est pas là pour parler de psychologie en particulier là maintenant. Alors, parle-moi de moi, tu m'intéresses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, personnaliser autant que possible, autant que vos outils vous le permettent, autant que les conditions matérielles vous le permettent. Parce qu'on n'est jamais plus attentif à des messages que, évidemment, on se sent particulièrement concerné. Il y a quelqu'un qui, dans les années 40, disait que le mot le plus agréable à l'oreille de tout un chacun, c'était son prénom ou son nom. Ça reste toujours vrai. Et quand on parle du prénom ou du nom, c'est évidemment de ses centres d'intérêt, de ce qui, comme disent les Anglais, what's in for me, quoi. Donc, personnaliser autant que possible les communications. Deuxièmement,
Et c'est là où on va commencer à travailler sur les leviers de la confiance, accepter qu'il y ait pu y avoir des erreurs, des dysfonctionnements, accepter effectivement les limites des modes dégradés. Dites-le, dites-le et engagez ce qui peut être pour compenser ce qui peut être. Et si on ne peut pas compenser, eh bien, on explique pourquoi on ne peut pas compenser. Si on ne fait pas ce travail de reconnaissance, on ne peut pas engager la confiance. Parce que la confiance, ça veut dire que, on a pris conscience d'un certain nombre de choses, qu'on n'est pas en train de se cacher derrière son petit doigt, et que donc on est prêt à assumer ce qui va venir. Et puis, ça permet de mettre un doigt aussi sur des symptômes. En médecine, on ne peut pas combattre un symptôme si on ne l'a pas identifié. Et ça suppose le troisième point, et c'est le cas en interne et en externe. Mettez en place des dispositifs qui vont permettre l'expression de ce vécu-là, de ces ressentis. C'est-à-dire tout ce qui peut être interactif, et ce qui va d'ailleurs tout à fait en complément de cette personnalisation que j'ai mis ici en point 1. Comment personnaliser plus que d'être dans une interaction et de permettre à l'autre de dire ce qu'il ressent, de dire ce qu'il lui faut, de dire quelles sont ses limites, etc. Et ce dispositif, effectivement, d'interaction, qui peut être une plateforme en ligne, qui peut être simplement des contacts dédiés, qui peut être des rendez-vous téléphoniques ou autres, ce sont des choses qui doivent aussi vous permettre, vous, d'alimenter, pardonnez-moi, les retours d'expérience. Ça, c'est important, c'est-à-dire se servir de cet épisode pour en faire quelque chose après. Quatrième point, je les synthétise après, ne vous inquiétez pas. Quatrième point, donner une information adulte. Dites aux hommes les pourquoi et vous suivront sur les comment. C'était Sénèque qui nous disait ça déjà dans l'Antiquité. Il y a un avant et un après ce qu'on est en train de vivre. Et malheureusement, beaucoup d'entre nos clients, beaucoup d'entre nos collaborateurs auront aussi vécu des choses extrêmement dures, y compris sur le plan de leur santé ou de la vie de proches. Et donc, ce sont des épreuves qui font que, eh bien, ma foi, il y a un certain nombre de lignes qui peuvent bouger dans la façon dont on perçoit ce qui doit être, ce qui ne doit pas l'être, la notion des acquis, la notion du confort, la notion des habitudes, même si ça va être compliqué de faire revenir les uns et les autres sur les habitudes parce que notre cerveau, il a horreur de la nouveauté, il va falloir qu'on s'y colle. Et donc, en l'occurrence, donner aux personnes, aux clients, aux collaborateurs une information adulte, parce que quand on vit des épreuves telles qu'on les vit aujourd'hui, on grandit, on mûrit, et on peut entendre des choses qui étaient peut-être un peu plus compliquées à entendre avant. Cinquième point, réduisez l'incertitude. Nos cerveaux ont horreur de l'incertitude. Donc, ils vont chercher à recomposer rapidement tout ce qu'on croyait savoir avant, auquel on fait référence. Sauf que tout ce qu'on croyait savoir avant, c'était le monde d'avant. Donc, pour sortir et amener tout le monde vers le monde de demain, eh bien, il faut donner un horizon, donner des perspectives, et malgré les incertitudes que nous avons tous, quid de l'après-confinement, quid de la mobilité géographique, quid de la disponibilité de certaines fournitures, etc., quid du retour au travail, quid de l'économie. Bien sûr, on est dans un océan d'incertitudes, mais c'est là où, en l'occurrence, il faut essayer de poser des jalons, des dates, de poser des échéances, des étapes, des choses de ce type-là. Parce que ça permet effectivement de se projeter et puis d'avoir des points d'accroche un petit peu différents qui nous permettent de lâcher un petit peu ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Et sixième point, actionner les leviers de motivation. Actionner les leviers de motivation, c'est-à-dire que dans une communication, qu'elle soit externe ou interne, c'est ce qui doit nous permettre de passer de la pensée à l'action. Alors, dans les communications commerciales, c'est tout ce que vous connaissez certainement, c'est tous les accélérateurs de commandes, c'est tout ce qui va faire qu'on va passer plus rapidement à un rendez-vous, qu'on va prendre date, qu'on va donner suite à quelque chose. Bien entendu, si je fais le lien entre le point 6 et le point 1, on va être
plus on va être personnalisé, plus on va être proche du besoin individuel ou d'un groupe de public bien identifié, ben plus on va toucher une motivation. Parle-moi de moi, tu m'intéresses. Qu'est-ce qui me motive moi dans la relation que j'ai avec toi, prestataire, et en quoi effectivement ça me démontre que tu t'intéresses vraiment à moi. Un élément important aussi, et je vais ouvrir les questions rapidement après, c'est la hiérarchie des risques. Quand je dis que l'entreprise est une entité morale, ça veut dire tout simplement que notre entreprise, votre entreprise, elle est durablement jugée, non pas sur ses produits, non pas uniquement sur ses performances économiques, etc. Elle est globalement dans l'opinion, jugée avant tout sur la façon dont elle assume ses responsabilités morales dans son environnement. Et c'est ce qui définit l'ordre de priorité des arguments, qu'on appelle la hiérarchie des risques, qui est la suivante. C'est qu'il y a une espèce de pyramide de Maslow qui définit d'ailleurs de façon décroissante les priorités d'informations que nous intégrons. C'est-à-dire que d'abord, comment j'assume mes responsabilités morales, mais en démontrant que le plus important dans ce que je fais, c'est le rapport au vivant, le rapport à la santé, le rapport à la vie, le rapport à ce qui fait l'humain. Le deuxième niveau, c'est le rapport à l'environnement, et l'environnement bien sûr naturel, mais aussi l'environnement social, c'est-à-dire dans quel intérêt général ça s'inscrit. Et le troisième niveau, c'est effectivement cet impact matériel que peut avoir l'information. Et cet impact matériel, il sera toujours, quoi qu'on puisse en penser, en troisième position dans l'ordre d'impact des informations. Imaginez que vous expliquiez à quelqu'un, à vos collaborateurs ou à vos clients, que matériellement, vous avez accusé une chute d'activité de temps et temps de kilo-euros, que parallèlement à ça, le mode dégradé a fait que vous avez malheureusement largué un petit peu des produits dans la nature qui ont fait des grosses taches dans la rivière qui colle à côté, et que à l'issue de ce confinement, vous êtes rendu compte que vous avez, par exemple, X collaborateurs qui ne sont pas encore tout à fait sortis d'affaires. Vous comprenez bien là que c'est exactement dans le sens inverse qu'il faut amener ce propos. Donc c'est ce que raconte en fait cette hiérarchie des risques. L'humain, l'environnement et le matériel dans un troisième temps. Intégrez ça dans vos prises de parole, dans vos communications. Et la communication interne regorge en fait repose sur les mêmes propos. Préparer l'équipage avec cet élément important qui consiste à se rappeler qu'il n'y a pas que les organisations qui ont vécu un stress ou qui vont vivre encore un stress, il y a aussi les humains qui ont vécu un stress. Et que ça suppose, en l'occurrence, moi ce que j'appelle ici la boucle de réamorçage, comment je réamorce en fait une prise d'activité. Pour moi, ça s'appuie sur ces 5 points. 1, écouter. Je vais les détailler. 2, reconnaître. 3, remercier. 4, motiver. Et 5, engager. Vous aurez ça à l'issue si vous le souhaitez. Écouter, c'est ce que j'évoquais aussi en externe, c'est pareil. Sauf que recueillir les sentiments vécus, laisser les personnes s'exprimer, ici, c'est d'autant plus impactant que vous vous adressez en interne à ceux sur lesquels vous comptez pour être sur le pont et faire en sorte que le bateau puisse sortir du port, quoi. Donc là, il y a un rapport de confiance qui a d'autres enjeux. Reconnaître, là aussi, reconnaître qu'on a pu passer par des moments où on a peut-être fait des erreurs, où il y a eu des dysfonctionnements. Et il faut le dire, il ne faut pas qu'il y ait des non-dits, parce que les non-dits ne sont pas propices à la confiance. Et il ne s'agit pas de se flageller, il s'agit de rentrer dans ce discours adulte qu'on a évoqué tout à l'heure.
Et si vous pouvez réparer des choses, compenser, faites-le ou engagez-vous à le faire. Et si vous ne pouvez pas, dites pourquoi vous ne pouvez pas le faire. En tout cas, dans un temps donné. Dites aux hommes les pourquoi, ils vous suivront plus facilement sur les comment. C'est la fameuse notion du sens. Remercier, c'est le moment, en petite faute, c'est le moment de formaliser le remerciement. C'est-à-dire que si vous accueillez des collaborateurs pour une reprise, sacralisez un petit peu le moment, organisez quelque chose de l'ordre d'un moment d'accueil. Alors, en fonction des effectifs que vous avez, ça peut être fait de façon plénière ou alors en sous-groupe, selon. Si c'est en sous-groupe, pensez à le faire pour vos lieutenants, ceux sur lesquels vous comptez pour animer ces sous-groupes, mais c'est le moment, là, de formuler des remerciements, de valoriser les comportements des collaborateurs, mais avec un élément qui est souvent oublié, n'oubliez pas que les collaborateurs ont souvent mis leur famille à contribution, que ce soit pour venir travailler, que ce soit pour passer du temps au télétravail, que ce soit pour reprendre le travail demain, que ce soit éventuellement pour faire des sacrifices qu'on va leur demander de faire. Et donc, il est important aussi que le collaborateur, quand il rentre chez lui, il ait un minimum de bagages qui lui permettent d'être en cohérence avec les comportements qu'on attend de lui. C'est aussi le moment de faire corps et puis peut-être d'envisager des communications qui vont associer, pour les remercier, les collaborateurs à la reconquête des clients. Vous pouvez en avoir déjà des exemples sur Internet actuellement, vous recevez des mails, etc. Il y en a comme par exemple, moi j'ai copié celui-ci, c'est une entreprise qui fait de l'équipement de la maison, de la déco, etc., qui par exemple fait une petite campagne sur, il met en valeur des collaborateurs qui permettent qu'on puisse commander tous les jours. La façon d'associer, d'impliquer vos collaborateurs à la reconquête des clients, dans la reprise du contact des clients, est un élément qui est à la fois adulte, qui est à la fois dans le remerciement et qui est à la fois dans l'implication, donc dans la motivation, et qui donne du sens. Parce que le collaborateur, il ne vient pas uniquement pour vous faire plaisir, il vient pour gagner sa croûte, pour assurer son job, pour permettre effectivement à sa famille de pouvoir continuer à avoir une vie à peu près normale, mais il vient aussi pour avoir de la reconnaissance. Et pour traiter beaucoup de situations de crise, on sait aussi que, en règle générale, quand il y a eu une situation compliquée, grande majorité des collaborateurs se sentent solidaires de la marque ou de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Et donc, il faut leur donner les moyens aussi d'argumenter dans leur environnement sur des éléments tout à fait positifs qui vous intéressent dans l'image que vous voulez donner. Motiver, j'y reviendrai tout à l'heure en réponse aux questions. Et l'engagement, donc c'est effectivement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire donner des échéances, fixer des échéances, donner le go. Alors, ça, c'est ma conclusion provisoire et je vous invite à poser des questions si vous avez des questions maintenant. Alors, vous pouvez les formuler oralement ou éventuellement aussi par messagerie. Il n'y a pas de questions? Non, ça va, c'était clair. Bon. Ok, super. Est-ce qu'il faudrait revenir sur tel ou tel point qui vous semble peut-être un peu vague ou sur lequel vous pouvez ne pas être d'accord d'ailleurs? En conférence, certains qui en avant, en après. Pardonnez-moi, je n'ai pas bien entendu. Quelqu'un a demandé, sommes-nous certains qu'il y aura un avant ou un après? Ah.
Est-ce qu'on peut être, de quoi pouvons-nous être certains aujourd'hui? Moins on a de certitude, plus il faut s'accrocher à ce levier de confiance. Il y aura toujours un après, comme il y a toujours eu un avant, mais enfin, la seule chose qui existe, c'est le maintenant, on est bien d'accord? Oui. Sauf qu'il faut bien qu'on prépare la suite et que on est bien obligé de faire un certain nombre de scénarios et d'hypothèses. Donc, on ne sait pas quel va être l'après, mais on peut essayer de réduire le champ de l'incertitude. Je pense que humblement, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire actuellement. Et en matière de communication, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on sait très bien que notre réputation, notre image va évoluer. Elle peut évoluer en mal, mais aussi en bien. Et elle va évoluer aussi en bien en fonction des comportements et des discours qui auront pu être les nôtres pendant la période de crise et la façon dont on va s'y prendre pour reprendre. Ça, on en est sûr. Mais après, on ne pourra pas actionner les levées de motivation tout de suite. On devra encore attendre avant de les actionner. Attendre quoi? Attendre que les choses s'éclaircissent plus, je pense. Hein. Mais tout dépend dans quelle configuration vous vous placez. Si votre activité doit, à un moment donné, reprendre, il faut bien que vous vous organisiez pour ça. Donc, je ne sais pas quelle est votre activité. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus, mais… Traiteur à domicile. Pardon, vous êtes? Traiteur à domicile. D'accord. Bon. Donc là, en l'occurrence, vous n'avez peut-être pas la problématique des employés, des collaborateurs, etc. Vous avez la problématique de vos clients et vous-même. Donc, ceci dit, est-ce qu'à votre avis, vous pouvez rester dans le silence pendant 6 mois? Parce que pendant 6 mois, ce sera incertain. Non. Donc, vous allez forcément devoir réfléchir à quelques manières de garder le lien, même avec des clients que vous ne pourrez peut-être pas voir immédiatement, physiquement, pour faire le travail que vous faites. De toute façon, je suis déjà en train de le faire. Ben voilà. La seule chose, c'est à savoir si… parce que bon, effectivement, on parle de l'incertain, mais c'est à savoir ce que ces clients, ces partenaires, parce que j'ai aussi des partenaires, j'ai aussi des lycées, des collèges, feront après ou voudront faire après. Mmh. Là, vous ne pouvez pas partir sur des scénarios de certitude. Ceci dit, dans l'activité, le jour où vous avez lancé votre activité, le jour avant votre premier client, c'était aussi, votre activité était aussi un océan d'incertitude. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, quelque part, il y a simplement que les données ont changé et que peut-être un certain nombre d'entre nous vont même être amenés à devoir changer de métier. C'est sûr, c'est clair. Mais on ne va peut-être pas attendre d'être en trop grande difficulté avant d'imaginer en quoi on pourrait employer ses talents. Quoi, hein. Je suis d'accord. Ouais. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Ça peut être des remarques aussi. Hein. Il y a des questions écrites. Alors, je vais essayer de récupérer l'écrit. Où est-ce que je vois ça? Parce que là, j'ai surtout des vidéos, j'ai des caméras. Hop. Des questions écrites. De motivation. Motivation. Des motivations, c'est-à-dire? Vous avez quelques slides auparavant sur motiver, motiver les clients, motiver les collaborateurs. Ouais. Et donc, la question, c'est comment on motive? Revenir un peu plus dans le détail. D'accord. Il y a une personne qui dit « Nous allons bien, nos clients vont mal, comment les motiver ?» Une personne qui disait « Pouvez-vous, SVP, revenir sur la motivation ?» Alors, comment aider nos clients à se projeter, leur donner envie d'investir alors qu'ils sont encore fermés? Ouais. Alors, merci de me lire ces questions, ça m'évite d'avoir faire des allers-retours. Si vous me permettez, je ne pense pas que vous puissiez aller bien si vos clients vont mal. Ou alors, vous ne parlez pas de votre activité. Vous parlez de vous en tant que personne
Et je ne sais pas qui a écrit cette question, mais une activité, si vous pilotez, vous avez un magasin, une entreprise, et on parle bien de cette entité morale-là aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'elle aille vraiment bien si vos clients vont mal. Ou en tout cas, ça ne va pas durer très longtemps pour que vous vous sentiez comme vos clients. Donc, comment on peut activer les clients? Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas banquier, vous ne pourrez pas agir sur les taux bancaires. Vous ne pourrez peut-être pas agir, vous ne pourrez certainement pas agir sur des mesures de confinement. Il y a un tas de choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Mais c'est cette fameuse pyramide de la responsabilité et du pouvoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas endosser des responsabilités pour lesquelles vous n'avez pas le pouvoir d'agir. Donc là aussi, et ça je le dis en interne, c'est très important, quand on compte sur l'engagement d'un certain nombre de personnes, il faut vraiment veiller, faire très très attention à bien être équilibré dans cette relation entre responsabilité et pouvoir. Parce que si vous donnez trop de responsabilité à quelqu'un sans lui donner le pouvoir de faire, vous le conduisez à quelque chose que l'on connaît malheureusement trop, qui est le burn-out. Alors, par rapport aux clients, comment motiver vos clients? Ben là, je vous ramène à votre marketing de base. À quel besoin vous répondez? À quel nouveau besoin pouvez-vous répondre? Qu'est-ce qui va motiver un client? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va le rendre moteur? Est-ce que vous êtes sur des produits dont il a besoin? Quel est le niveau de besoin dans sa pyramide des priorités? Bon, ça vous oblige à revoir forcément votre stratégie marketing, quoi, hein, c'est clair. Parce que les besoins ne sont pas forcément au même étage maintenant qu'ils ne l'ont été il y a quelques semaines et quelques mois. Si je prends l'exemple de l'immobilier, des personnes qui auraient effectivement eu pour projet d'investir dans certains biens immobiliers vont peut-être, il y a plusieurs catégories, mais il y a ceux qui vont se dire, je vais peut-être attendre un peu parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait et je vais peut-être avoir besoin de mon bas de laine. Alors qu'il y en a d'autres qui vont se dire, ça va être peut-être le moment d'investir. Donc, parle-moi de moi, tu m'intéresses, ça veut dire que dans les dispositifs d'interaction dont je parlais tout à l'heure, vous devez mettre ces dispositifs d'interaction avec vos clients à profit pour mieux comprendre de quoi ils ont besoin et à quoi vous allez pouvoir répondre. C'est comme ça que vous allez trouver des éléments moteurs, quoi. C'est ça, moteur, c'est mettre en motricité, aller vers l'action. Après, il y a des accélérateurs, le prix en est un, forcément, pardon. Le prix en est un, le délai en est un autre, toute une série de motivations. On voit apparaître aussi de plus en plus la solidarité, par exemple, sur le Made in France, ou des choses comme ça, les locavores. Voilà, nous, beaucoup de nouvelles motivations qui apparaissent et qui vont prendre leur place dans ce nuage de besoins qui est celui dans lequel vous faites votre marché. Sur la notion des leviers de motivation, je pense qu'on n'a pas le temps ici, mais je pourrais y revenir une autre fois si la CCI le souhaite, en matière de gestion du facteur humain. Parce qu'à l'échelle individuelle, il se passe pas mal d'autres choses. Est-ce que j'ai répondu en partie au moins à ces 2-3 questions sur la motivation du client? Oui, oui. OK. D'autres remarques? En tant qu'association de commerçants. Alors oui, je vois les questions maintenant, pardon. Nous allons bien, nos clients CHR vont mal. Comment les motiver? Oui, bien sûr. Oui, j'ai en partie répondu. Je regarde un petit peu les questions. Nous allons doucement vers la fin. Je crois que j'ai déjà consommé mon temps. En tant qu'association de commerçants, est-ce qu'on a quelque chose en plus à faire? Posez-vous la question du pour qui, pourquoi. D'accord.
Qu'est-ce que vous attendez de vos adhérents? Quels sont les enjeux qui sont les vôtres? De quoi j'ai besoin pour continuer après? De qui j'ai besoin pour continuer après? Et de qui j'ai besoin pour préparer tout ça maintenant? Et ensuite, effectivement, par rapport à mes objectifs d'association de commerçants, quels sont les leviers de motivation? De quoi vont avoir besoin mes adhérents demain? En quoi je vais pouvoir apporter peut-être de nouvelles réponses ou un support, un soutien, etc. En quoi ils peuvent continuer à estimer que je rends des services et que je leur suis profitable, voire indispensable. Ce n'est pas forcément la même chose, ou en tout cas, ce n'est pas forcément dans la même priorité demain que ça n'a été il y a 2 mois, évidemment. Mais c'est sûr, les gens n'ont plus du tout la même façon de faire et de voir les choses. Je veux dire, oui. Par rapport à ce qui se passe, je veux dire, on essaie d'être là au quotidien et de voir ce qu'on peut leur apporter en tant qu'association. Oui. Maintenant, voilà, la vision de l'association de commerçants ne sera plus du tout la même après cet épisode. Absolument. Les motivations des clients ne sont plus les mêmes, les motivations des adhérents ne seront plus les mêmes non plus. Après, il peut être intéressant de jalonner ça dans le temps, c'est-à-dire que on n'est pas non plus au bord du précipice avec derrière, je dirais, juste une chute. Il va y avoir, on le sait, il y a des cycles. Donc, difficile d'estimer le temps, mais on sait qu'il va y avoir un temps d'absorption du choc, un temps d'adaptation aux nouvelles situations, et après, il va y avoir d'autres choses qui vont reprendre leur dynamique, quoi. Donc, à un moment donné, l'ordre des choses va peut-être se remettre en place. C'est pas non plus je veux dire, on peut pas non plus croire tous ceux qui essaieraient de nous faire croire que c'est un grand coup de balai et que plus rien ne sera comme avant. C'est pas aussi simple que ça. Parce que quelque part, on a des besoins qui restent quand même à un moment donné les mêmes. Mais c'est l'ordre de priorité et puis surtout la temporalité qui va changer. Et donc la temporalité pour une entreprise, ça a un nom, c'est la trésorerie, quoi. Donc qu'est-ce que je peux faire dans ce temps-là pour essayer de générer de l'activité quand même? C'est toute la boucle qu'on évoquait tout à l'heure. C'était juste au niveau de la hiérarchie des risques à un moment donné. Oui. J'ai eu juste un petit peu de mal au niveau de la responsabilité, donc par rapport à l'humain, à l'environnement naturel, social et au matériel. C'était juste la dernière, le matériel. Le matériel, c'est le 3e niveau, c'est-à-dire que quand vous parlez à quelqu'un qui est dans une situation de stress ou une situation de grande difficulté, de crise, chaque humain réagit d'abord par rapport à ce qui touche à sa santé, à sa vie, ensuite par rapport à ce qui touche à l'environnement, c'est-à-dire à l'intérêt général, et seulement dans un 3e temps à cette dimension purement matérielle. C'est-à-dire que si, en tant qu'association de commerçants, votre relation elle est essentiellement sur le plan matériel, ça n'empêche pas que, quelque part, se pose la question de la santé, que quelque part se pose la question de l'organisation et puis de la façon dont le commerce peut exister dans son environnement, continuer à faire du lien social ou pas. Avant, il n'est pas uniquement obnubilé par la gestion des stocks ou la disponibilité de tel ou tel produit, quoi. Je pense que l'humain est au centre, de toute façon, à l'heure actuelle. Il est premier, toujours. Pas qu'à l'heure actuelle, mais vous avez raison, plus particulièrement visible actuellement, bien sûr. Je pense que les gens s'en rendent compte maintenant. Peut-être. Tant mieux. Tant mieux. Ça va peut-être redonner les bases. Et pardonnez-moi, je vais devoir boucler parce que sinon, je vais me faire tirer les oreilles par la CCI. Merci pour votre attention. Merci à vous. Je suis à votre disposition, bien entendu, pour vous aider ici ou là, ceux d'entre vous, moi ou certains de mes collègues, en fonction des plans de charge que nous avons. Je peux vous inviter aussi à suivre, j'ai quelques vidéos sur la chaîne YouTube, médiation-vidéo, je reprends un certain nombre des éléments de conseils, d'accompagnement, de questionnement que j'ai échangé, que j'ai partagé avec vous. Et je crois savoir que la CCI également peut remettre en replay ce webinaire. Donc, merci à tout le monde. Bon courage et puis travailler sur la confiance, quoi.
matériel. Le matériel, c'est le troisième niveau, c'est-à-dire que quand vous parlez à quelqu'un qui est dans une situation de stress ou une situation de grande difficulté, de crise, ben, chaque humain réagit d'abord par rapport à ce qui touche à sa santé, à sa vie, ensuite par rapport à ce qui touche à l'environnement, c'est-à-dire à l'intérêt général, et seulement dans un troisième temps à cette dimension purement matérielle. C'est-à-dire que si, en tant qu'association de commerçants, votre relation elle est essentiellement sur le plan matériel, ça n'empêche pas que, quelque part, se pose la question de la santé, que quelque part se pose la question de l'organisation et puis de la façon dont le commerce peut exister dans son environnement, continuer à faire du lien social ou pas. Avant, il n'est pas uniquement obnubilé par la gestion des stocks ou la disponibilité de tel ou tel produit, quoi. Je pense que l'humain est au centre, hein, de toute façon, à l'heure actuelle. Il est premier, toujours. Ouais. Pas qu'à l'heure actuelle, mais vous avez raison, plus particulièrement visible actuellement, bien sûr. Je pense que les gens s'en rendent compte maintenant. Peut-être. Ben, tant mieux. Tant mieux. Ça va peut-être redonner les bases. Et pardonnez-moi, je vais devoir boucler parce que sinon, je vais me faire tirer les oreilles par la CCI. Merci pour votre attention. Merci à vous. Je suis à votre disposition, bien entendu, pour vous aider ici ou là, ceux d'entre vous, moi ou certains de mes collègues, en fonction des plans de charge que nous avons. Je peux vous inviter aussi à suivre, j'ai quelques vidéos sur la chaîne YouTube, médiation-vidéo, je reprends un certain nombre des éléments de conseils, d'accompagnement, de questionnement que j'ai échangé, que j'ai partagé avec vous. Et je crois savoir que la CCI également peut remettre en replay ce webinaire. Donc, merci à tout le monde. Bon courage et puis travaillez sur la confiance, quoi. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.